Bah, le principe de base de tout ça, c'est surtout pas de cours magistraux. Donc, pas de cours magistraux, parce que bah, sinon, voilà, en gros, tu viens de résumer le truc. On a des élèves qui sont pas forcément au même niveau, on a des élèves qui vont vite, on a des élèves qui vont doucement. Donc, à partir du moment où tu fais un cours magistral, tu vas en ennuyer la moitié et tu vas perdre l'autre moitié. Donc, ça, c'est le grand principe de base. Et puis ensuite, bah, comment éviter de faire des cours magistraux? Et ben, moi, à titre perso, ben, je crée mes activités à l'avance. Et les élèves, eh ben, ils font les activités chacun à leur rythme. Parfois, il peut y avoir quasiment un mois d'écart entre deux groupes. C'est-à-dire que je peux avoir des élèves qui ont commencé, qui sont encore dans toutes les bases de la programmation, toutes les bases de l'algo. Et puis, j'en ai d'autres qui sont déjà en train de faire un projet concret, qui peut être un jeu ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est être capable, le principe de base d'ICN, et c'est un petit peu pareil pour ISN, le principe de base d'ICN, c'est vraiment être capable de proposer une pédagogie différenciée. Et bah, par exemple, des élèves qui ont des difficultés, bah, j'hésite pas, je vais les voir, je leur dis oh, bah non, ça c'est pas la peine de le faire, vous pouvez passer. Évidemment, il faut mieux éviter de dire bah non, ça c'est trop difficile, vous allez avoir du mal. Mais voilà, je dis bon bah ça c'est pas super important pour la suite. Donc vous pouvez éventuellement passer si vous avez envie. Et puis si ça vous amuse, essayez, mais pas la peine de vous prendre trop la tête là-dessus, c'est pas fondamental. Donc voilà, c'est vraiment gérer groupe par groupe et quasiment élève par élève. Alors là, il y a une vraie difficulté pour le prof. C'est tout simplement être capable de lire du code qu'on n'a pas créé et être capable de le débugger assez vite. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de collègues, quand ils ont commencé ICN, c'était vraiment là où ils ont eu plus de mal. C'est-à-dire être capable, bah voilà, t'es avec un groupe, tu regardes ce qu'ils ont fait, il faut que, si ça marche pas, il faut que tu trouves assez vite pourquoi ça marche pas. Pas parce que pendant ce temps-là, il y en a peut-être qui sont en train de faire autre chose, il y en a peut-être qui t'appellent pour autre chose. En plus, quand tu commences à avoir des écarts entre les groupes, c'est-à-dire entre un élève qui va être encore en train d'étudier ce que c'est qu'une boucle, et puis un autre qui est déjà en train de créer des sprites pour un jeu, il faut aussi intellectuellement être capable de passer du coq à l'âne. Et ça, malheureusement, il y a que l'entraînement, qui permet de le faire. Et là, je me mets un petit peu à la place des collègues qui commencent totalement ICN, et ça doit pas être évident pour eux. Je pense que le plus dur, c'est ça. C'est le code. Oui. Bah, disons, c'est même pas le code. C'est vraiment être capable intellectuellement de jongler entre plusieurs choses. Tu te concentres sur un truc, tu résous le problème. 2 minutes après, tu as un autre élève qui t'appelle parce qu'il n'y arrive pas. Tu te replonges dans un nouveau problème. Et ça, c'est un truc, à la limite, on n'a pas trop l'habitude de le faire, quoi. Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus linéaire. Là, c'est vraiment des séances qui ne sont pas du tout linéaires. Et est-ce que tu sais que dans les MOOC, on parle de correction par les pairs? Est-ce que c'est possible dans une classe de demander à des élèves d'aller aider d'autres élèves? Ouais, alors ça, c'est surtout au niveau du projet. Oui. Quand on attaque vraiment des projets, c'est pas trop dans la phase d'apprentissage, parce que dans la phase d'apprentissage, ils sont tous en train de faire quelque chose. Mais de temps en temps, ce qu'on voit, bah, c'est un élève qui a réussi à résoudre un problème. Par exemple, dans les problèmes que je leur propose, quelquefois, je leur demande en se basant uniquement sur les points, et non pas, ils n'ont pas le droit d'utiliser une fonction qui va tracer une droite, mais en utilisant uniquement les pixels, et ben, de faire un drapeau quelconque. Donc ça fait intervenir les boucles, ça fait intervenir les conditions. Ça, c'est un problème qui peut poser des problèmes à certains. Et souvent, bah, quand j'ai un élève qui arrive, après, les autres. Alors, le truc qu'il faut éviter dans ce cas-là, c'est l'élève qui va tout simplement donner la solution. C'est un petit peu le danger du truc. Oui. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, bah, l'autre n'a pas forcément tout compris. Ce qu'il y a de bien avec des problèmes un petit peu complexes, bah, c'est qu'ils n'arrivent pas à retenir toute la solution. Donc, quelque part, ils comprennent un petit peu le principe du truc. Mais après, quand ils sont devant leur machine et qu'il faut vraiment coder la solution,
là, ça pose un problème un petit peu plus compliqué. Donc là, ils sont quand même obligés de réfléchir d'essayer un petit peu de comprendre ce qu'a voulu lui dire le camarade qui est venu l'aider. Enfin voilà quoi. Alors au niveau des projets, là, par contre, il y a pas mal d'aides. Ils s'entraident beaucoup. Ils sont testés les trucs les uns les autres. Moi, j'ai fait ça. Tiens, qu'est-ce que tu peux venir tester si ça marche? Puis de temps en temps, il y a des cas qu'ils n'ont pas prévus, que les autres vont trouver. Alors, je pense que c'est un petit peu ce qui se passe chez des développeurs pros, quoi. Ils essayent un petit peu de s'entraider et de faire tester les programmes les uns aux autres, quoi. Moi, j'aime beaucoup la façon dont David présente les choses et j'ai vu sur le pad qu'un des participants demandait comment essayer d'apprendre et de faire comprendre la notion de variable. Alors, j'ai volé une idée à Gilles Dowek que j'aime beaucoup. Pour présenter une variable en informatique, il faut prendre une boîte et puis sur cette boîte mettre une étiquette. Par exemple, si c'est des maths, on va mettre. Et dans la boîte, on met une valeur, par exemple la valeur 2. Si David me permet de faire des maths quelques secondes. Et l'enfant va tout de suite comprendre que x vaut 2 parce qu'il y a la valeur 2 dedans. Et si on lui demande x plus 1, je n'ai pas vu d'enfant qui ne m'ait pas répondu 3, ce qui est évidemment la bonne réponse, mais qui montre qu'ils ont compris le principe. Et la deuxième chose à raconter sur les variables, c'est qu'avec les variables, on peut faire tous les programmes du monde. L'exemple, c'est un gâteau. Et un gâteau à l'orange, donc la variable c'est parfum, la valeur c'est orange. Ben, si quelqu'un sait faire un gâteau à l'orange, il sait immédiatement faire le gâteau au citron, au chocolat. Si quelqu'un, un autre exemple, sait faire marcher une machine à laver à 40 degrés pour laver le linge ordinaire, il sait aussi la faire marcher à 60 degrés pour laver les draps ou le blanc. Donc voilà, moi je voulais répondre ça sur la notion de variable. Et il n'y a pas de théorie, c'est-à-dire expérimentalement, quand on a expliqué ça et que les gens se retrouvent devant un truc à programmer, alors ils comprennent que x égale 2, c'est ça. Et ils sont moins embêtés. La deuxième remarque, peut-être justement pour ne pas parler que de programmation, c'était sur l'incrément. Il semblerait que les enfants aient du mal à comprendre l'incrément, c'est-à-dire je mets 2, et après 2, il y a quoi? Vous n'allez pas me croire, il y a 3. Alors, je ne sais pas, David, toi, tu as déjà eu ces problèmes avec l'incrément, c'est-à-dire le fait d'ajouter une variable. En quoi ça dérange les enfants de tous âges? Si tu veux, alors c'est pas forcément l'incrément qui les perturbe, mais alors on va revenir un petit peu à l'algo, c'est le fait d'écrire i est égal à i plus 1. Ça, c'est un truc qui les perturbe énormément. Et alors, toi, je sais pas ce que tu entendais par incrément, c'était vraiment la structure au niveau de l'algorithmique ou vraiment la notion d'incrément en tant que telle. Là, moi, là où il y a un vrai problème, c'est au niveau de la structure algorithmique. Et moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est quand vous avez un égal comme ça, commencez toujours à raisonner sur ce qu'il y a à droite du égal. Et puis, une fois que vous avez fait l'opération qui est à droite, le résultat de cette opération, vous la réaffectez à la variable qui se trouve à gauche. Et normalement, quand on fait ça, ils arrivent à comprendre assez facilement. Donc, si on prend ma boîte, faire i égale i plus 1, en fait, c'est sortir la valeur i, lui ajouter 1 et la remettre dans la boîte. Ouais. Voilà, on a fait avancer la science. Moi, ce qu'on peut faire aussi pour ceux qui ont vraiment du mal, c'est que tu écris b égale à 1, a est égal à b plus 1, et là, ils comprennent que a vaut 2. Et puis là, on leur dit, c'est peut-être pas la peine d'utiliser une deuxième boîte pour ranger une valeur, il suffit de prendre ce qu'il y a dans la boîte b, de rajouter 1 et de remettre dans b, au lieu de mettre dans une autre qui s'appelle a. Donc, il y a toujours aussi… Mais normalement, le coup de commencer par la droite, ça pose pas de problème. Vas-y, David. Moi, je reviens tout de suite. Je vais juste chercher un livre pour vous le montrer. C'est tout. Très bien. Voilà. Moi, je vais d'abord proposer de prendre son temps. Quand on est déjà prof, on est en train d'enseigner. Et donc, évidemment, on n'a pas le temps de s'arrêter de travailler pour se former.
Par contre, on a une chance, c'est que on est en permanence en train de pratiquer avec les jeunes. Et donc, en gros, il faut prendre 1 an ou 2. On l'a vu pour la formation ISN, là où j'habite, il y a vraiment des profs formidables qui ont démarré par des choses très simples la première année. Ils ne connaissaient rien du tout à l'informatique, mais ils avaient du temps et 2 ans plus tard, évidemment, ils en savaient autant qu'il fallait. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas que le cours est difficile, il l'est sûrement, c'est qu'il est déroutant. Ce qui est, à mon avis, le plus difficile, c'est que ce qu'on apprend est inouï, inédit. Mais, bien sûr, les choses qui ont été partagées dans la partie I sont des choses dont on va s'imprégner et qui, petit à petit, vont nous aider. Il faudrait peut-être, Marie-Hélène, préciser à quel moment les gens ont buté. D'accord. Alors, on n'a pas cette indication très précise. On a eu quelques commentaires sur le I en général qui nous disaient, sur la partie théorique, qui disaient « Ah, ça devient compliqué. » Voilà. C'est un petit peu à ces personnes-là que voilà, tu réponds le fait de prendre son temps et de compléter, d'avancer dans cette formation. Il y a Hélène qui nous rejoint, qui va peut-être participer à notre discussion. Et toi, David, le temps que Hélène vienne, tu voulais nous montrer un livre. Alors, plusieurs, en fin de compte. Plusieurs livres. Oh ben. Alors, il y en a un premier. Oui. Je pense que Thierry, tu le connais bien. Oui. Ah, ben très bien, oui. Donc, c'est un bouquin qui a été… Introduction à la science informatique. Voilà, c'est un bouquin qui a été dirigé par Gilles Doech. Oui. Donc, en gros, c'est un bouquin qui a été édité au tout début de l'ISN, donc en 2012. Et c'est un bouquin qui était fait pour les profs d'ISN. Donc, là-dessus, il y a quasiment… Quand Gilles a dirigé le bouquin, il disait que, bah voilà, en gros, un prof d'ISN, voilà en gros ce qu'il doit savoir pour pouvoir enseigner à des élèves de terminale. Je ne sais pas s'il est encore édité. C'était anciennement donc le CRDP de l'Académie de Paris qui éditait ce bouquin, mais par contre, je ne sais pas s'il est encore édité. Il peut se trouver dans les centres de documentation des lycées, peut-être déjà, non? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, en tous les cas, c'est une bonne référence. Et là, vraiment, il y a tout, quoi. On part vraiment de architecture machine, algorithmique, les langages de programmation en général, tout ce qui est représentation numérique de l'information. Donc, le réseau. Donc, on va reprendre un petit peu tout ce qu'il y a dans le MOOC, quoi. Mais alors là, en détaillant un petit peu plus. Thierry, tu me corrigeras si je me trompe, mais pour moi, à ce niveau-là, on est à peu près au niveau d'une licence. Peu de choses. D'accord. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de répondre, c'est presque tout neuf. Ouais. Là, je parle vraiment pour les gens qui voudraient vraiment approfondir le truc et commencer à vraiment avoir des connaissances solides. Je ne dis pas qu'il est nécessaire d'avoir lu ça et d'avoir tout compris là-dedans pour enseigner ICN. Je dis que voilà, quelqu'un qui a envie un peu d'approfondir le truc, parce que c'était ta question par rapport au MOOC, quelqu'un qui a envie d'approfondir, ça peut être un excellent bouquin. Si vous voulez encore plus approfondir, j'ai un bouquin que j'aime beaucoup, qui est sur l'algorithmique. Enfin, disons que c'est un bouquin d'algo, mais on implémente les programmes en Python. Ça s'appelle Programmation efficace et c'est les 128 algorithmes qu'il faut avoir compris et codé en Python au cours de sa vie. Donc, voilà, je pense que Thierry, tu dois le connaître aussi. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller très loin, très loin au niveau des algos. Et notamment comment implémenter les algos en Python. Et puis le dernier que j'ai beaucoup aimé aussi, là c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent, qui veulent approfondir la partie architecture. C'est un bouquin de Claude Timsit qui s'appelle Du transistor à l'ordinateur. Là, une fois que vous avez lu ça, vous êtes vraiment les rois de la machine de von Neumann, etc. Donc là, pareil, hein, attention, encore une fois, je répète,
Il n'est pas nécessaire d'avoir lu ce bouquin pour enseigner ICN, loin de là, et même ISN. Là, on est vraiment à un niveau… D'accord. Voilà. Mais ça aide à approfondir. Voilà, les gens qui veulent approfondir, voilà. Et puis, les profs de maths, là, je ne l'ai pas retrouvé là, mais les profs de maths qui voudraient vraiment un gros bouquin d'algo bien épais et bien complet, qui est un peu la Bible, la référence, c'est un bouquin de Cormen où là, vous allez trouver tous les algos, enfin, les grands algos fondamentaux. C'est difficile, enfin, c'est pas difficile, mais là, on a vraiment un très haut niveau. Hein. On est quasiment au niveau master. On est au niveau master. Donc, voilà un petit peu des bouquins pour ceux qui voudraient vraiment approfondir la question. Merci, David, pour cette belle biblio. Alors, moi, je vais donner l'inverse. Je vais donner les clés pour ceux qui ont besoin de moins. Donc, la première piste, je ne l'ai pas dans la main, pardonnez-moi, c'est le manuel ISN de Dowek, qui, lui, est pour les élèves et les profs. Donc, il est très illustré, il raconte des histoires sur l'informatique, il fait faire des petits exercices. Et si un prof est capable de faire le bouquin de l'élève, entre guillemets, il est complètement armé, surtout dans cette pédagogie qu'a montré David, qui est une pédagogie par projet, où le but n'est pas de gaver les élèves avec des connaissances qu'ils n'absorbent pas, le but est de les mettre en action. Et puis pour ceux qui ont besoin d'aller chercher la programmation encore plus loin, eh bien c'est bien sûr le projet ClassCode qui est amplement référencé sur le site, qui est censé former les profs de primaire et de collège, mais qui est ouvert à toutes et tous, et qui va nous apprendre les principes avec Scratch. Scratch, c'est un programme en déplaçant des blocs, SCRATCH, c'est un logiciel public, et c'est vraiment un moyen ludique. Et ce qui est déroutant, c'est qu'on se retrouve exactement dans cette pédagogie de recherche. C'est-à-dire que Scratch, il n'y a pas des exos, il y a un espace qu'on découvre et dans lequel on fait des choses. Donc voilà les éléments clés pour ceux qui n'ont pas l'appétence de David pour le très haut niveau en informatique. Mais surtout, ne vous privez pas. Un petit retour sur le C, c'est David qui va répondre. Alors, Hélène cherche des idées pour le C, surtout sur le site web interactif. Alors, peut-être on peut parler du module site web interactif, comment il a été fait, les exemples qui sont montrés. Là, je te laisse parler, Thierry. Et puis ensuite, peut-être donner des pistes, comment décliner sur plein d'autres idées. Alors, ce qu'on fait découvrir dans le site web interactif, c'est comment marche le site web. Et bien sûr, on fait soulever le capot. Et donc, ils vont regarder un petit peu comment marche l'HTML et le CSS. À ce stade, le site n'est pas interactif, mais c'est ce petit passage qui va leur permettre de comprendre comment ça marche. Et puis, on va aussi prendre le temps de parler de contenu, de quel contenu on peut mettre en ligne, quel contenu on ne peut pas mettre en ligne parce qu'il ne nous appartient pas forcément. Et donc, c'est dans cette série-là, et ce sont des ressources qu'on espère pouvoir être partagées directement avec les jeunes. Mais bien sûr, votre site n'est pas encore interactif, et pour qu'il soit interactif, il faut se mettre à programmer. Et c'est là où je peux me tourner vers toi, David, puisque tu prends la suite, en quelque sorte, dans ce MOOC, et tu leur proposes de programmer des choses sur un site web. Alors, avant de laisser parler David, vous retiendrez que le projet d'Hélène, ça serait de les faire travailler sur un site web interactif pour les révisions du bac. Donc voilà, si vous aviez à mener ça tous les deux, quelles idées vous pourriez donner ou partager? Alors moi, j'ai des élèves qui ont mené un projet comme ça il y a quelques années en ISN. Ils ont fait un site pour permettre… alors, le gros problème de ce genre de site, c'est que ça va mobiliser beaucoup de connaissances. Parce que là, on va avoir trois choses. On va avoir le HTML, le CSS d'un côté, qui est là uniquement pour, je dirais, afficher du texte, et puis un petit peu l'enrober un petit peu avec le CSS. Ça, c'est facile.
C'est un langage de description, c'est pas compliqué. Après, si on veut commencer à avoir tout ce qui est bouton appuyé, un champ de texte où rentrer des valeurs, ou alors ce qu'on appelle des boutons radio et tout ça réagisse, etc. Là, comme l'a dit Thierry, il va falloir mettre un peu encore plus les mains dans le cambouis et commencer à faire du JavaScript. Donc, si c'est uniquement pour travailler sur des boutons, des choses comme ça, moi je pense que le plus facile, c'est d'utiliser une bibliothèque qui s'appelle jQuery. J'ai fait quelques activités sur mon site là-dessus. Ça doit commencer à dater. Donc je pense qu'il faudrait le remettre à jour. Mais en gros, le principe reste le même. Là où ça va encore compliquer les choses, c'est qu'ensuite, il faut qu'il y ait de l'autre côté un serveur qui répondent, parce que toutes les questions, le résultat des élèves, etc., il faut bien que ça provienne de quelque part. Et donc là, il y a un serveur qui va devoir envoyer les questions. Ce serveur va ensuite recevoir en retour, depuis le navigateur de l'utilisateur, va recevoir les réponses, puis après va calculer la note, et puis etc. Va dire donc là, à partir de là, on est obligé de rajouter encore une couche au système. Et là, le truc le plus classique aujourd'hui, je dirais, et le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le PHP, qui est un langage côté serveur. Et en plus du PHP, parce que si c'est un truc pour faire des révisions pour le bac, il faut aussi qu'il y ait une liste de questions. Et si on veut que tout ça soit un petit peu bien organisé, que ça soit pas un petit peu n'importe quoi et que ça devienne très vite n'importe quoi quand le nombre de questions augmente, il faut en plus mettre en place une base de données. Donc là, je dirais que ça commence un petit peu tout ça à devenir complexe. Et moi, pour Hélène, ce que je lui conseillerais de faire, c'est de donner des notions de base à ses élèves en HTML, en CSS, peut-être un petit peu en JavaScript, mais construire tout le site, ça me paraît très compliqué. Et là, pour faire un produit quand même malgré tout fini, moi, je lui conseillerais de passer par l'intermédiaire de CMS, donc Content Management System. Et bon, là, le truc hyper classique, c'est WordPress. Tout à fait. Moi, voilà, je pense que pour monter des projets comme ça, et c'est un petit peu aussi la philosophie du programme, c'est aussi un petit peu la philosophie d'ICN, c'est de montrer comment tout ça fonctionne à la base, montrer que ça peut devenir très vite compliqué, et donc, pour faire des projets comme celui d'Hélène, utiliser un truc un petit peu tout fait. Mais l'avantage moi je suis pas un spécialiste de WordPress, je connais pas trop, mais l'avantage de WordPress, c'est que malgré tout, on peut créer ses propres templates, c'est-à-dire qu'on peut rajouter du CSS, on peut rajouter du HTML, on n'est pas obligé de prendre les trucs tout faits. Et il peut aussi y avoir un côté programmation là-dedans. Mais de tout monter de zéro, from scratch, oui, c'est trop long. Ça prendrait beaucoup de temps. Alors, ce n'était pas le propos d'Hélène. Elle nous dit d'une part qu'elle ne sera pas seule, qu'elle travaillera en binôme avec un prof d'informatique. Et comme tu l'as très bien dit, il y a une autre possibilité puisque WordPress est un logiciel libre qui vient avec beaucoup de plugins. Et donc, les élèves vont pouvoir à la fois utiliser des choses existantes, par exemple faire des formulaires, et WordPress a sa base de données, donc toute cette lourde techno qu'a décrit David, c'est-à-dire le site web, on clique et derrière, il y a un dialogue avec une base de données pour garder l'information. Un site comme WordPress, c'est pas le seul, mais c'est celui qui est proposé sur le MOOC et qu'on connaît bien, le propose. Et donc, la bonne solution est peut-être effectivement de faire quelque chose de mitigé. Hélène nous dit, je limiterai le site à l'anglais et j'ai déjà des exercices interactifs tout prêts. Et donc, je pose une question à Hélène qui va répondre sur le chat. Ces exercices, ils sont sur papier ou ils ont déjà été mis dans un environnement numérique? On va voir si Hélène répond en tapant sur son clavier.
Pendant ce temps, moi, je peux donner un conseil si on nous écoute. Voilà, c'est typiquement le genre aussi de questions qu'on peut partager sur le forum du cours. C'est l'occasion aussi de poser des questions et d'avoir des avis un petit peu plus larges de la communauté qui suit le cours. Hein. Voilà, ça c'est pour l'intermède. Ma minute de publicité pour les forums. Hélène nous dit que les exercices ont déjà été mis en ligne. Donc, visiblement, elle est déjà très avancée là-dessus. J'espère que les quelques éléments qu'on a partagés lui ont été utiles. Alors, si on vient maintenant sur la page YouTube, on voit que Jean-Christophe nous a rejoint avec une parole gentille à propos du MOOC qui lui permet de se reconvertir. Il n'a pas de questions spécifiques, il dit juste qu'il est en auto-formation. Et puis, entre les deux, il y a visiblement un adolescent qui s'est glissé. Il nous en fallait un sur notre chat. Alors, on peut d'abord l'aborder par une histoire qui est de faire comprendre les tailles et l'ampleur des tailles. Et moi, j'aime raconter qu'on a environ 200 amis en moyenne sur Facebook et qu'on a évidemment 200 fois 200, c'est-à-dire beaucoup d'amis d'amis. Et donc, on est dans un environnement dans lequel l'ampleur des données dépasse ce que notre cerveau peut comprendre dans la vie quotidienne. Ensuite, on va expliquer qu'il n'y a pas de miracle et que les algorithmes de Big Data, pour reprendre la parole d'un académicien, Gérard Derry, sont très cons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence qui va émerger, c'est juste des espèces de monstres qui calculent. Et l'exemple le plus connu, c'est le fait qu'on détecte assez facilement des schizophrénies sur Facebook, non pas parce que quelqu'un a réussi à comprendre le lien entre un profil Facebook et un éventuel diagnostic de schizophrénie, mais juste parce qu'on a fait des stats dans cet immense océan de données. Et que ces stats permettent effectivement de séparer les gens qui peuvent avoir une tendance à la schizophrénie de ceux qui n'en ont pas, et c'est très intéressant, bien sûr, pour pouvoir les soigner. Et c'est très questionnant. Imaginez un pouvoir totalitaire qui pourrait utiliser ce type de mécanisme. Alors bon, ça c'est le blabla. Après le blabla, la démo. Et sur le pad, j'ai mis le lien vers un outil de démo. Et nous avons sur Pixies un contenu, d'ailleurs Marie-Hélène, il faudra qu'on le mette en partage, qui permet de jouer avec le Big Data. Je vais le montrer tout de suite. Dit-il, voilà, je vous demande encore un clic. Donc là, je ne me vois plus, mais est-ce qu'on voit un écran avec Neural Network, Right Here in Your Brother? Oui, oui Thierry. Voilà. Donc c'est ce site. Et au début, on est un peu dérouté, on se demande ce que c'est que ce machin. Et puis assez vite, on va comprendre qu'il y a des entrées et qu'il y a des soi-disant neurones, c'est évidemment pas des neurones biologiques, et qu'à la sortie, on est capable de trier. Vous voyez que le système a réussi à amalgamer d'une certaine couleur les points de la périphérie et d'une autre couleur les points en bleu. Et c'est aussi assez intéressant for the English teacher who is with us that we can switch from French to English. On se retrouve à manipuler la langue anglaise, qui est quand même assez simple ici. Vous n'allez pas me croire, mais neurone se dit neurone en anglais, pour pratiquer et comprendre à travers ces paramètres ce que le système est capable d'apprendre. Voilà ma réponse. Il faut très bien. On rajoutera la ressource dans le MOOC, Thierry. Elle est très intéressante. David. Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est ce que vient de montrer Thierry, là, ces systèmes de neurones artificiels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un truc récent, c'est même un truc assez ancien. Et que, en fin de compte, justement, ce qui a pas mal changé, il y a deux choses qui ont fait que tout ça a changé, et c'est dit un petit peu dans la vidéo qu'il y a sur le MOOC, mais en termes d'intelligence artificielle, on a, dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, dans 1900, hein, je précise, dans les années 80 ou 90, on a
cru à toutes ces histoires de réseaux de neurones, et puis en fin de compte, on s'est vite rendu compte que ça marchait pas. Le truc est redevenu à la mode depuis en gros 2010, et ce qui a changé, c'est déjà la puissance des ordinateurs, et notamment la puissance des cartes graphiques qui permettent éventuellement à nos élèves de jouer à des jeux hyper complexes. Parce qu'avec les cartes graphiques, on peut faire des calculs sur des flottants, et ça permet de faire mouliner tout ça très rapidement. Et surtout, le truc fondamental qui a complètement changé la donne, ça a été la mise à disposition d'une grande quantité de données, une puissance de calcul qui permettait de classer ces données. Et c'est ce qui fait aujourd'hui tout le succès de vieilles techniques qui ont été remises à jour, notamment dans ce qu'on appelle le deep learning. Et là, vous avez la vidéo sur le site de David Louapre. Donc, je dirais que le big data en tant que tel, à la limite, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais le truc qui est fondamental, c'est qu'on est capable aujourd'hui, grâce à notamment Internet, de récolter énormément de données. Et ça je pense qu'il est important. Alors, j'ai pas la référence sous la main, mais j'ai vu il y a pas longtemps une courbe qui montrait un petit peu toutes les données stockées par l'humanité depuis le début, on va dire l'invention de l'écriture. Et là, on se rend compte que c'est une courbe qui est exponentielle, et notamment tout explose depuis les années 2000-2010. Et là, on a multiplié par je sais plus combien la quantité de données stockées. Donc ça, c'est très important de faire comprendre aux élèves que la quantité de données stockées est super importante, de leur faire comprendre que l'augmentation des capacités de calcul permet de traiter très rapidement ces données, de les classer comme il faut, et puis après, des systèmes comme les réseaux de neurones permettent de déduire des choses de toutes ces données, et c'est ça aujourd'hui qu'on appelle, c'est une des branches de l'intelligence artificielle. Donc, alors, pour donner des éléments plus concrets, il y a TensorFlow, qui est un produit Google, c'est des choses qui arrivent, qui a des tutoriels. Et ces tutoriels peuvent permettre de faire des vraies manips sur le big data. Par exemple, on a des étudiants qui étaient au niveau informatique du niveau lycée, qui sont amusés à regarder un fil Twitter et essayer de trouver, c'était à Bordeaux, essayer de trouver tout ce qui se passait à Bordeaux dans ce fil Twitter, et d'essayer de deviner en quelque sorte où est-ce qu'il sortirait ce week-end. Et alors, c'est intéressant, ça a marché, mais pas bien marché, donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ça leur a montré à la fois les potentialités et les limites de ces approches de big data. Donc voilà les références, et bien sûr, le lien que j'ai mis sur le pad conduit à ces activités. Nous restons au contact. Si jamais un prof veut monter ça, on peut lui faire gagner beaucoup de temps en l'aidant. Là, on quitte l'enseignement, mais les managers, quel savoir ils ont besoin de connaître, nous demande-t-on, est-ce que c'est indispensable? Bon, j'ai envie déjà de donner la réponse oui, mais après, il faut justifier. Et comment intégrer une bonne formation? Qu'est-ce que c'est une bonne formation informatique pour un manager? Est-ce qu'on peut déjà faire remarquer que parmi les plus grands managers du monde, les 3 premiers sont des informaticiens? Ah, oui. Alors, qui c'est? Je ne donnerai pas de nom, ce n'est pas mon genre. Et ensuite, je vais laisser le temps à David de forger sa réponse. Et ensuite, je crois qu'il y a 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'ils ne se fassent pas balader, c'est-à-dire qu'ils résistent aux informaticiens, et qu'à un moment donné, on ne leur vende pas, par exemple, des solutions, disons, bidons pour faire bref, où il y aurait de la techno, mais en fait, il n'y a rien derrière. On pourrait, par exemple, leur vendre très cher un site WordPress qui se configure en une demi-journée, en leur disant, regardez, on a fait. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, rien ne se fait sans le numérique, donc l'informatique, grâce à qui le numérique se fait sans rentrer dans le débat des mots. Et
je ne connais pas de domaine de la médecine avec la chirurgie simulée sur ordinateur jusqu'à l'écriture, où David a de très belles ressources pour que les enfants fassent des poèmes numériques avec un peu de programmation. Il n'y a pas un domaine dans lequel on peut aujourd'hui créer et innover sans l'outil informatique, pas comme utilisateur, comme créateur. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que je parie que ces managers sont des parents, des mamans, des papas, qu'ils ont des enfants, et ils ont peut-être aussi envie de comprendre ce qui est en train d'arriver à nos enfants, à savoir qu'au lieu de consommer le numérique, on commence à leur apprendre à le piger. Revenir un petit peu à l'origine, alors pas vraiment l'origine, mais le pourquoi de l'ISN et le pourquoi de l'ICN. C'est super important et ça, c'est absolument fondamental. Et s'il y a des collègues à l'écoute, ça, c'est un truc qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est que le but du lycée, que ce soit en ICN en seconde, que ce soit en ICN en première ou que ce soit même en ISN en terminale, n'est pas de former des informaticiens. Notre but, ce n'est pas de faire de nos élèves des informaticiens. Pour former des informaticiens, il y a ce qu'on appelle des études supérieures. Pour former les informaticiens, il y a ce qu'on appelle des facultés. Pour former les informaticiens, il y a ce qu'on appelle des écoles d'ingénieurs. Donc, le but n'est pas de former des informaticiens. Et le but de l'ICN et le but de l'ISN, c'est tout simplement que tout futur citoyen qui est à un moment donné passé par le lycée comprenne un petit peu tous ces systèmes. Et Thierry a donné l'exemple du développeur web peu scrupuleux qui va facturer 15 jours de boulot alors qu'il a mis une demi-journée à faire un truc WordPress. Ça, c'est un exemple concret. Mais après, il y a aussi tout le côté citoyen. Comprendre, par exemple, pourquoi le vote électronique peut poser des problèmes. Ça, c'est quelque chose. Si on n'a pas les bases, ou alors il y a eu cette histoire qui nous concernait vraiment au lycée, c'était ces histoires d'orientation post-bac avec APB. Comment peut-on comprendre qu'il peut y avoir un problème là-dessus si on n'a pas une idée de ce que c'est qu'un algorithme? Donc voilà, moi, le but d'ICN et le but d'ISN, c'est encore une fois de ne pas former des informaticiens, mais que tout le monde ait suffisamment de connaissances pour comprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le monde qui les entoure et ne pas rester avec le côté complètement magique du truc. Moi, il y a un exemple que je donne assez souvent. Thierry, tu as dû au moins l'entendre 5 fois, cette histoire-là. Mais c'est il y a quelques années de ça, en seconde, parce que je suis prof de physique, donc je discutais un petit peu avec mes élèves et j'ai un petit peu interrogé la classe en demandant ce que c'était qu'Internet et tout ça. Puis au bout d'un moment, en discutant comme ça avec les élèves, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment la moitié de la classe qui pensait qu'Internet, c'était leur box. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que tout ça, ça faisait des voyages transatlantiques, que ça pouvait passer d'un côté de la Terre, mais ça pouvait aussi très bien passer de l'autre côté. Et tout ça, c'était complètement surréaliste pour eux. Et ben, si demain, tous les lycéens, en sortant en terminale avec un bac, arrivent à comprendre ce que c'est qu'un réseau, arrivent à comprendre que toutes ces informations voyagent, que toutes ces informations sont stockées sur des serveurs, à comprendre que quand ils postent une photo sur Facebook, la photo ne leur appartient plus, qu'elle est stockée sur un serveur, passent leur profil, rien n'empêche Facebook de garder la photo quelque part sur un disque dur. Donc, pour tout ça, il faut comprendre comment est codée l'information, comment c'est stocké sur un disque, comment fonctionne un réseau. Et ça, je dirais, c'est pas seulement une histoire de manager, c'est une histoire de tout le monde. Et ce qui n'est pas admissible, je dirais, c'est qu'on laisse les gens avec si peu de connaissances. Et heureusement, on peut remercier l'éducation nationale là-dessus, d'avoir voulu mettre en place des enseignements comme l'ISN et comme ICN. Mais je dirais qu'il était temps de le faire. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne touche pas tout le monde. Mais là, on va rentrer dans des considérations plus politiques que je ne voudrais pas aborder ici. Mais c'est vrai que ça reste malgré tout un véritable problème que tous nos élèves, quand ils sortent avec le bac, n'aient pas eu cette formation minimum pour être armés, pour comprendre tout ce qui les entoure. Et ça, c'est un vrai problème.
Bon, donc c'est dans de bonnes voies, il faut encourager. Non, mais tu as raison, David. C'est une culture tout aussi importante maintenant que d'autres cultures, donc à ne pas opposer, où il faut absolument trouver. Bon, en ce sens, l'idée d'ICN est une bonne idée, c'est-à-dire de pouvoir faire approprier cette culture par des professeurs qui ne soient pas, comme Hélène, qui ne soient pas des scientifiques que forcément, mais qui puissent se mettre en collaboration avec un autre prof et puis mener voilà, mettre cette culture-là à l'intérieur d'une autre culture, quoi, à l'intérieur de leur propre discipline. Il y a matière à faire passer des tas de savoirs qui sont à la fois des savoirs sur le monde numérique et des savoirs sur la discipline aussi. Donc, on peut arriver à comment dire, coordonner et harmoniser tous ces savoirs-là qui sont, comme tu dis, très importants. Oui, et puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le fait de faire intervenir des collègues non informaticiens, je dirais, c'est aussi un moyen pour les élèves et même pour montrer à nos collègues que maintenant l'informatique est partout et qu'elle a diffusé partout. Et que voilà, Hélène qui veut mettre en place un site pour permettre à ses élèves de faire des révisions, voilà, ça serait bien que tout le monde soit capable de le faire au minimum. Et ça serait un véritable plus pour la société. Si tout le monde, tout à l'heure Thierry en a parlé, mais si tout le monde devenait créateur, ça permettrait, je suis sûr, de libérer des tas d'énergie. Alors moi, je trouve que c'est très politique et j'ai pas peur, je suis fonctionnaire, donc je suis libre de ma parole en tant qu'individu. Et je lis sur le pad que quelqu'un dit je cherche des exemples d'activités autour des problèmes sociétaux et il cite les dangers dus à la malnutrition, à la domination du capitalisme, au fait qu'on va être de plus en plus dépendant. Et puis un peu plus loin, il va aussi discuter de la dimension politique qui est liée au numérique. Alors, est-ce qu'on a le droit d'en parler? La réponse est oui. Ben oui. On n'a pas besoin d'en parler de manière partisane, mais c'est une vraie réalité. Au moment où on vous parle, il y a moins de 24 heures, l'autorité des télécoms états-unienne a réussi à faire vaciller ce qui est la base d'Internet. C'est la neutralité du net. Je prends cet exemple. C'est le fait que même les pires ennemis du monde, lorsqu'ils s'échangent des paquets Internet, font circuler tous les paquets. Car si un État, un pays, pensait ne pas jouer le jeu d'Internet, à passer l'information, le résultat, c'est qu'il se couperait du monde, lui, et les paquets passeraient par ailleurs. Donc on vit dans une mondialisation un peu positive, dans laquelle tout le monde est obligé de coopérer, même ceux que vous n'aimez pas du tout, s'ils n'utilisent pas le même standard que vous pour les caractères, ne serait-ce que pour vous insulter éventuellement, vous ne comprendrez rien, puisque de toute façon, les trucs qui arriveront sont des lettres ou des codes absolument illisibles. Et parler de la neutralité du net, c'est dire que tous les paquets, toute l'information doit circuler, quel que soit son contenu, y compris les contenus qui ne nous plaisent pas. C'est la base. Elle est défendue en France par le CNUM. Eh bien, ça peut déranger les gens parce que ça veut dire que votre provider, vous savez, celui qui vous donne votre box, il est obligé de payer des infrastructures, même pour faire passer les paquets de la concurrence. Et ça, il y a des gens qui n'aiment pas bien. Donc, ce n'est pas un politique gauche-droite, c'est un vrai combat politique au sens de la cité. Aujourd'hui, on a un monde construit avec Internet. Il faut le comprendre, il faut en parler, de façon à ce que demain, il n'y ait pas un monde beaucoup moins bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais vas-y, David, interviens. Non, mais justement, je voulais juste rebondir là-dessus, et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pour comprendre ça, il faut avoir un minimum de base théorique là-dessus. Et ça, c'est peut-être aussi le rôle de l'école, de donner ces outils pour comprendre ce que tu viens de raconter. Parce que si moi, je ne sais pas ce que c'est Internet et que je pense que Internet, c'est ma box, je ne vais pas comprendre ton histoire de neutralité du net. Absolument.
Alors, maintenant, la question qui est posée par ce collègue, c'est quelles activités? C'est-à-dire comment faire en sorte que les enfants appréhendent ces notions de manière agnostique, hein, là-dessus. Eh bien, il faut passer à les rendre acteurs, c'est-à-dire que l'idée, c'est de leur faire faire ce qu'on pourrait appeler des exposés. Et si vous allez sur le MOOC dans la partie C, vous allez voir qu'on propose des exposés assez étranges. D'abord, on part du principe que tout ce qu'on dit ce soir, d'ailleurs, ou tout le temps, n'a aucun intérêt, c'est ce que les gens en retiennent qu'il y en a. Et donc, on va demander aux élèves de faire des exposés très courts, et là, pour le coup, très cadrés. Ils doivent prendre un sujet, par exemple, la censure dans tel État. Je ne nommerai pas l'État ce soir, mais malheureusement, on a l'embarras du choix. Et puis, ils font un exposé très court, et il y a un groupe d'élèves qui prépare ces 3 à 4 minutes maximum. Ils n'ont pas le droit de slides avec du texte, ils ne doivent présenter que des images, par exemple, de façon à les obliger à construire un discours verbal et pas juste lire un truc. Et un autre groupe d'élèves n'a pas le droit de traiter le sujet, mais doit poser des questions. Je ne détaille pas plus, mais par l'expérience, on a des propositions pour que quand les élèves interviennent sur des sujets, ils aillent un peu plus loin que les idées reçues. Et ils se mettent vraiment en réflexion citoyenne, comme l'a très bien dit David, sur ce sujet. Alors après, on a aussi des activités, pas surtout, mais des activités qui permettent de comprendre, par exemple, comment marche un réseau. Alors, je vous la décris très vite. Vous êtes dans une classe et vous savez, pendant que vous faites cours, les profs, les élèves, ils se font passer des petits papiers du genre, il y a machin qui a un gros nez. La question à 10 balles, c'est facile de faire passer un papier comme ça à travers la classe? Il arrive au bout, le papier, il faut le dupliquer. Et bien, en fait, on va faire une activité. Tous les enfants sont assis, ils ont des post-it, ils envoient des messages sur les post-it et ils doivent envoyer un message d'une personne à une autre. Alors, il y a des élèves sympas. Bonsoir. Il y a des élèves. Donc, on peut être et prof de physique et papa. Il y a des élèves sympas qui passent le papier, puis il y a des élèves moins sympas qui vont détruire le papier. Donc, il va falloir le renvoyer. Et comment s'assurer que le papier est arrivé au bout? On fait un accusé de réception. Et si l'accusé de réception n'arrive pas, et ben au bout d'un certain temps, on renvoie un autre papier. Vous savez quoi? Ça porte un nom, ce truc. Ça s'appelle TCP/IP. C'est-à-dire que ces couches réseau qui, quand on nous les explique de manière académique, même moi, je ne comprends rien. Je joue avec des post-it. Je vais exactement comprendre comment ça marche et pourquoi on l'a fait comme ça. Voilà ce que je peux répondre, j'étais un peu long, pardon, sur comment aider les enfants à passer aussi à des sujets de société. David disait, il faut à tout prix qu'ils comprennent les fondements. Même pas, je lui réponds tellement je suis d'accord. Et j'ai voulu montrer par l'exemple que des activités assez sympas, qui marchent bien hein, avec des collégiens ou des lycéens aussi, permettent de concrétiser ces notions. Voilà. Et là, pour encore une fois, je vais me répéter. Hein, je sais, mais enseigner, c'est répéter. Le but d'ICN, encore une fois, c'est de pouvoir permettre ensuite à nos élèves d'alimenter des réflexions sur tout ce qui les entoure et tout ce qui est numérique. C'est pas d'en faire des experts en informatique, mais il y a quand même besoin d'en connaître un minimum. Je vais te répondre par 2 exemples qui me plaisent beaucoup parce que moi-même, je les ai découverts. Je suis un vieil informaticien qui gagne sa vie à faire de la recherche et je ne savais absolument pas ou très peu ce qu'était la géomatique. Et donc, j'ai découvert un collègue géographe, de chez Géographe, hein, qui m'a montré comment au XXIe siècle, cette géographie des cartes, souvenez-vous de cette belle émission sur Arte, le dessous des cartes, hein, qui nous expliquait le monde à travers des cartes, et ben lui nous montre comment, avec le numérique, on peut faire des choses totalement inouïes d'avant.
Et donc, on a aussi été opportuniste, Marie-Hélène, on a choisi ces sujets. Et puis peut-être le plus important, c'est ce jeune collègue philosophe qui est embauché par l'INRIA, par un institut de recherche en maths et informatique, qui nous a dit qu'on n'a peut-être pas les moyens du numérique. Quand David nous dit les données explosent de manière exponentielle, vas-y les calculs sur le big data, Serge Abitboul nous présente comment marche le cloud, que c'en est une merveille. Oui, mais avec quelle énergie? Oui, mais à quel prix sur l'environnement? Et nos superbes extensions corporelles, elles sont où les terres rares dont on aura besoin demain pour se racheter tous les 3 mois un téléphone à la mode? Donc, initier les jeunes à l'informatique pour la création numérique, c'est pas uniquement leur expliquer que tout est rose, il faut aussi leur montrer les limites. Et alors, on fait peur parce qu'il y a des grands méchants qui risquent de nous prendre nos données, ok. Mais il y a pire que ça, il y a le fait que la société, un jour, va peut-être s'arrêter avec le numérique parce qu'on n'en aura plus les moyens énergétiques, on n'en aura plus les moyens environnementaux. Voilà, pour te non répondre à ta question, parmi quelques sujets qui ont attiré notre attention parce qu'on avait l'impression que la future citoyenne, le futur citoyen ne pouvait pas louper ça. Alors, ce que je voulais dire, on a fait des choix parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On a eu des idées au départ qu'on a laissé tomber après. Mais ce que je voulais, j'en profite pour dire là, c'est que le MOOC est aussi quelque chose de modulaire. Tu as déjà parlé, je ne sais plus si c'est Marie-Hélène ou Thierry, qui a une partie data. Si jamais on a des idées, je dirais, de sujets intéressants qui manquent quelque part au MOOC ou quelque chose on parlait de cybersécurité tout à l'heure. Bon, pourquoi pas un jour ajouter une petite vidéo sur la cybersécurité où on explique qu'est-ce que c'est qu'un ver, qu'est-ce que c'est qu'un cheval de Troie, etc. Donc voilà, tout ça c'est modulaire, ça peut évoluer dans le temps et si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner. Alors sur le pad, quelqu'un a parlé par exemple de nanotechnologie et j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne vous en dirai rien ce soir, j'y connais rien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est une ressource qui pourrait vous aider. J'ai tout de suite quelqu'un à vous faire rencontrer, re-rencontrer. C'est David Louarpe, L-O-U-A-R-P-E. Il est sur YouTube et il a de très belles vidéos, y compris une vidéo dans mon souvenir sur les nanotechnos. En bref, c'est un physicien d'ailleurs. Oui, mais c'est pas grave, David, tu sais. Ça arrive à des gens, tu peux rester quand même avec nous. Hein. Et donc, toutes les ressources ne sont pas dans le MOOC et on ne va pas s'amuser à refabriquer une ressource. D'ailleurs, avez-vous remarqué, au moins 3 de nos vidéos, dans mon souvenir, nous ne les avons pas faites, nous les avons simplement importées pour vous montrer ailleurs qu'il y a aussi de très belles ressources pour vos jeunes et pour vous-même. Voilà. Importé avec l'accord, évidemment, Thierry, des auteurs. Et là, on rentre dans les usages, des ressources que l'on trouve sur le web où il y a quand même des règles à respecter. Oui, voilà. C'était mon petit message. Alors, je te remercie, c'est déjà ce que je vais dire. Oui, mais justement, sur le MOOC, on explique 2 choses. On rappelle les règles, mais si jamais quelqu'un appliquait toutes les règles, alors il ne ferait plus rien, comme par principe avec toutes les règles qui sont là pour nous protéger jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne puisse plus bouger. Et donc, sur le MOOC, on rappelle les vraies règles parce qu'il y en a. Mais on explique aussi humainement comment se font les choses. Et nous, c'est très simple, on a envoyé un mail à ces grands auteurs de vidéos. On leur a dit, bonjour, on veut faire un MOOC de partage gratuit pour les profs. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ils nous ont répondu, je suis d'accord. Et donc, souvent, dans le dialogue, c'est un moyen encore plus cool et plus efficace de faire les choses. Je vais vous donner 2 exemples. Ma fille de 4 ans a demandé à un grand éditeur commercial le droit de réutiliser un personnage de bande dessinée et du haut de ses 4 ans, elle a reçu une réponse par mail à l'époque qui lui disait « Chère demoiselle, nous vous autorisons sur votre site à condition de ne pas faire un usage commercial. » Bon, à 4 ans, ma fille, les usages commerciaux. Et puis, sur les sites web aussi, je repense à Hélène qui parlait de sites web tout à l'heure.
si jamais un élève veut réutiliser une ressource, s'il peut contacter l'auteur de la ressource, et si l'auteur répond, ben c'est encore mieux que d'appliquer des règles en autiste, entre guillemets, pardonnez-moi, l'expression est maladroite, en non communiquant par rapport aux autres personnes. Mais ça fait partie de ces règles de demander l'autorisation à un auteur. Hein. Oui, mais si on allait jusqu'au bout, Marie-Hélène, un simple mail ne suffit pas. Il faudrait un échange de courrier recommandé. Ah oui. Un notaire. Enfin, toi, c'est ça aussi que je veux dire. À un moment donné. Oui, oui, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, puisque vous parlez des règles, j'en profite pour rappeler que vous pouvez réutiliser toutes les ressources en classe avec les élèves. Il n'y a pas de problème. Important de le redire. Et tenez-vous bien, vous pouvez faire des sous avec. Puisque c'est vraiment des ressources libres. Alors, David, c'est pas innocent, parce que toi, tu es un professeur de l'enseignement public, tu es payé avec nos impôts, mais il peut y avoir un collègue à toi de l'enseignement privé, qui est donc payé par une société de droit privé, et donc qui est une société commerciale. Très bien. Selon moi, on a fait un peu le tour des choses, des éléments qu'on nous a donnés. Si vous voyez quelque chose à rajouter. On s'est fait vraiment plaisir à faire ce MOOC. On était des gens très différents. Il y a été jusqu'à des profs de physique, je ne sais pas si vous imaginez. On était des femmes et des hommes. Marie-Hélène, tu as eu un apport majeur dans ce MOOC, alors que tu n'es pas une informaticienne de formation initiale, évidemment, même si tu l'es devenue avec le temps. Et donc, on espère que les gens se régalent aussi. Et le dernier message, c'est vraiment, on est à votre écoute. On a des forums, on est là pour ça. Et ce MOOC n'a aucun intérêt. C'est ce que vous en ferez qui en a.